Ben, bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je suis un peu l'outsider ici, là, parce que oui, j'ai fait des plantes fourragères. Mon centre de recherche est un centre reconnu dans les plantes fourragères. J'ai fait de la recherche un peu avec nos spécialistes, mais ma spécialité, c'est vraiment l'agriculture de précision. Et si vous, par exemple, vous vous intéressez à mon nom, puis vous googlez mon nom, vous allez voir qu'il y a un mot qui va se coller beaucoup, ça va s'appeler aussi pomme de terre. Donc, si jamais je fais un lapsus aujourd'hui entre culture fourragère et pomme de terre, ne m'en tenez pas rigueur. Je fais aussi d'autres lapsus entre azote, parce que l'azote étant vraiment mon dada. Des fois, je parle avec mes étudiants, puis on parle du phosphore, puis j'ai dit azote, puis maintenant il comprend qu'on se parle quand même du phosphore. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, aujourd'hui, en fait, je voudrais aussi remercier le comité organisateur. Quand Huguette m'a appelé, me parler de ça, j'ai dit, ah oui, j'ai dit, l'agriculture de précision dans les plantes fourragères. Écoute, j'en ai fait il y a quelques années. On a même publié sur le sujet, mais je pensais pas qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour ça. Alors, j'ai pris la mission à bras et on a fait une revue de littérature sur le sujet. Donc, je vais vous présenter un peu Agriculture de précision 101. Vous allez voir que j'ai un background aussi fort sur les sols, donc je vais souvent vous parler des sols. Et c'est ça, sans plus tarder, bien, je pense que je peux aller du bon côté. Qu'est-ce que l'agriculture de précision? Alors, je vous explique un peu qu'est-ce que l'agriculture de précision. L'agriculture de précision, ça a vu le jour au milieu des années 80. Et ce qu'on voyait, c'était on faisait des applications à taux variable d'éléments nutritifs dans les champs de grandes cultures. Ça a débuté aux États-Unis. En fait, la pierre angulaire de l'agriculture de précision, c'est la variabilité spatiale et temporelle des propriétés physico-chimiques des sols et des propriétés, des statuts des plantes, le statut de santé, statut nutritif des plantes et des rendements. Qu'est-ce qu'est la variabilité spatiale et temporelle? Ben, juste pour vous illustrer la variabilité spatiale, imaginez un champ de 10 hectares où vous prenez plusieurs échantillons. Le premier échantillon de sol que vous prenez, par exemple, dans le premier hectare et celui dans le 10e hectare, n'ont pas la même relation entre eux que celui que vous avez pris entre le premier et le 2e hectare. C'est une relation de proximité. Généralement, plus on est proche, plus on présente une dépendance spatiale. Alors, c'est ce qu'on va étudier, c'est la dépendance spatiale. Et l'effet temporel, ben juste à vous imaginer l'azote. Prenez un champ dans lequel vous mesurez l'azote en début de saison et allez le mesurer 30 ou 40 jours après. Il y a eu un effet de minéralisation et le portrait de la quantité d'azote disponible aux plantes dans le sol va être assez différent. Donc, c'est la variabilité spatiale. Maintenant, pour résumer comment se pratique l'agriculture de précision, on la pratique en 3 étapes. La première étape consiste à connaître la variabilité spatiale. Elle est où? J'en ai combien? Quand est-ce qu'elle se produit? Et à cette étape-ci, on va utiliser plusieurs technologies pour connaître la variabilité des propriétés physico-chimiques des sols ou encore des plantes. Et je vais vous présenter des exemples par la suite. La deuxième étape, ça consiste à comprendre pourquoi j'ai cette variabilité-là. Je dois identifier les facteurs qui limitent le rendement des cultures. À cette étape-là, il est très important d'avoir une discussion entre l'agronome conseil et le producteur, parce que le producteur, c'est lui qui connaît le plus ses champs. L'agronome, ensemble, pourront déterminer quel est le facteur qui limite le rendement. Et la troisième étape, va être le contrôle. Et le contrôle, c'est pas toujours possible. Hein? Ça arrive des fois qu'on rencontre des choses que on ne seront pas capables de contrôler. En agriculture de précision, il y a deux approches pour contrôler la variabilité spatio-temporelle. L'approche ATV, application à taux variable. Ça veut dire qu'on va gérer la variabilité de façon continue dans le champ, ou une approche que j'aime bien et que j'ai surtout développée avec les années, c'est l'approche de la gestion localisée. Ça consiste à délimiter des zones d'aménagement dans le champ, plus petites, mais qui vont présenter une homogénéité plus grande que le reste de l'ensemble du champ. Et on va définir des pratiques spécifiques pour chacune de ces petites entités-là dans le champ. Donc, ça vous décrit les approches.
Pourquoi on veut de la précision en agriculture? Bien, évidemment, c'est pour optimiser la productivité des terres, la profitabilité de l'entreprise et la protection de l'environnement. Si vous cherchez quels sont les buts de l'agriculture de précision, vous allez toujours lire ces trois objectifs-là. Productivité des terres, profitabilité et protection de l'environnement. Pourquoi on veut pratiquer... Ah oui, l'acronyme AP est pour agriculture de précision. Alors, pourquoi pratiquer l'agriculture de précision en plantes fourragères? Ben, je pense que vous avez sûrement remarqué que vous avez une grande variabilité au niveau des sols et que vous avez aussi une variabilité au niveau des rendements. Ce qui rend intéressant le rendement en plantes fourragères, c'est pas juste la quantité, mais c'est aussi la qualité. Donc, lorsqu'on va parler de mesures de rendement, on va s'intéresser à la biomasse, mais dans le cas des plantes fourragères, je pense qu'on va aussi s'intéresser au pourcentage de protéines, de NDF, d'ADF ou encore à la DACA. Et ensuite, ben, vous mettez des intrants qui soient organiques ou inorganiques et vous avez aussi l'utilisation des pesticides. Donc, pour rationaliser tout ça, ben, l'agriculture de précision peut nous aider. Comment identifier la variabilité des sols et des cultures dans les plantes fourragères? En fait, l'identification, c'est les mêmes techniques qu'on prend dans les grandes cultures. On peut utiliser des cartes pédologiques de sol très détaillées. On peut utiliser des cartes de rendement, mais on va vous dire que ça vous prend des cartes de rendement multi-années. C'est-à-dire que une seule année, c'est le portrait d'une saison. Avant d'être capable d'établir le portrait vraiment de ce qui se passe dans votre champ, ça va vous prendre au moins 3 années de données de rendement. C'est un minimum. Une autre façon d'identifier la variabilité dans un champ, c'est de procéder à un échantillonnage intensif des sols. On va en parler, je vais vous donner des exemples. Mais de plus en plus, on développe des capteurs embarqués qui on appelle les capteurs proximaux du sol, qui, par exemple, vont mesurer la conductivité électrique apparente, c'est la CEA, là, conductivité électrique apparente des sols, ou encore vont mesurer l'émission de rayons gamma ou de radar. Il existe toutes sortes de capteurs. Je vais vous en présenter un qui est celui avec lequel je préfère travailler dans un exemple plus loin. Et aussi, une autre façon d'identifier la variabilité, c'est d'utiliser la télédétection, c'est-à-dire soit des images radar ou des images hyperspectrales ou multispectrales qui vont nous refléter la variabilité de notre champ. Oui, parce que en agriculture de précision, là, pour être bien sûr qu'on est tous on parle de la variabilité à l'intérieur d'un même champ. Je vais vous illustrer ici les deux approches, l'application à taux variable et la gestion localisée. Avec un exemple, vous voyez ici, vous avez une grille d'échantillonnage en quinconce. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est que ça consiste à passer des transects qui sont des lignes imaginaires dans le champ, puis à chacune des distances, on géoréférence notre point. Vous avez un exemple ici où on n'a pas de... Vous avez un exemple ici le point géoréférencé est ici. On va prendre 7 à 8 sous-échantillons dans un rayon de 3 mètres. On va tout mettre ça ensemble. Chaque échantillon va être analysé individuellement avec les informations qu'on va obtenir. On va étudier la dépendance spatiale et on va faire des cartes comme les cartes de ce type. Ou lorsque l'appareil va passer dans le champ pour faire l'application de phosphore, bien il va s'en aller comme ça. Bon, ici, il va mettre la dose qui est associée à cet intervalle-là pour le phosphore et ainsi de suite. Tandis que dans l'autre exemple, c'est la gestion localisée. Ça nous prend aussi des informations pour être capable de délimiter des zones, mais ça peut être une zone délimitée au niveau de la topographie, ça peut être un changement au niveau de la texture, un changement au niveau du drainage, puis on va établir nos limites de zone. Et chacune de ces zones-là vont être échantillonnées pour se connaître leur teneur moyenne en éléments nutritifs. Et par la suite, on va faire la gestion spécifique pour chacune de ces zones. Donc, ce sont les deux principales approches. Oups, on est parti dans le mauvais sens. Okay.
quel type de variabilité on peut contrôler avec les technologies de l'agriculture de précision? Ben facilement avec l'autoguidage ou encore avec l'autoguidage, vous allez réduire les manques et les chevauchements dans les champs. Avec le trafic contrôlé, vous allez avoir un impact significatif au niveau de la diminution de la compaction. On peut aussi essayer de contrôler la variabilité au niveau des propriétés des sols, la matière organique, la texture, le pH, les éléments nutritifs, et aussi les propriétés des sols, bon, le rendement ou la biomasse, ou encore le statut azoté des plantes. J'avais un exemple ici, c'est une prairie mixte de 10 hectares qui est dans la qui est toujours, là, je pense pas qu'elle ait déménagé, elle est dans la région de Cowansville. Et chacun des points que vous voyez sur l'image, c'est un point d'échantillonnage qu'on a fait, qu'on a analysé tous les éléments nutritifs du sol, la matière organique, la texture, le pH, et on a regardé quelle était l'intensité de la variabilité dans ce sol. L'intensité de la variabilité est mesurée avec le coefficient de variation. Plus celui-ci se rapproche de un chiffre élevé, plus il y a une intensité de variabilité qui est grande. Comme par exemple, si vous prenez le phosphore, on a un CV de 43%. C'est une variabilité qui est très élevée. Par rapport au pH, par exemple, qui a une variabilité seulement de 6%, qui est beaucoup plus faible. Mais il faut faire attention avec le pH, parce que le pH, c'est l'unité du pH, c'est un logarithme. Donc, souvent, le coefficient de variation sera pas tellement élevé, mais il va quand même présenter une bonne variabilité. On a regardé la variabilité au niveau, qui nous intéressait dans cette expérimentation-là, c'était surtout au niveau du potassium et du magnésium qui présentaient une grande variabilité. Donc, on s'est dit, en fait, on a étudié la dépendance spatiale de ces propriétés-là et on en a fait des cartes. Ici, en exemple, vous avez la carte du potassium et vous avez la carte du rapport Mg sur K. Et on s'est dit, il y a une bonne variabilité, il y a une bonne dépendance spatiale. Peut-être que si je fais une application en taux variable de potassium et de magnésium dans ce champ-là, je vais être capable d'avoir un effet sur le rendement et sur la composition nutritionnelle des fourrages. Alors, c'est ce qu'on a essayé pendant 2 années. En fait, ce que vous voyez ici, c'est une représentation du champ. Chacune des bandes représente un traitement. On a appliqué 3 traitements qu'on a répétés 7 fois dans le champ de façon aléatoire. Les traitements étant un traitement témoin qui recevait seulement du lisier, un traitement où on faisait une application uniforme de magnésium avec du Lactimag. Lactimag, c'est un produit qui contient 15% de magnésium, dont 60% est sous forme de MgCO3. Et aussi, on avait une application en taux variable de magnésium et de potassium dans le traitement numéro 3. Donc, on veut évaluer est-ce que l'application en taux variable va avoir un meilleur effet que l'application uniforme et que nos traitements vont être aussi meilleurs que le témoin. Les leçons qu'on a apprises avec cette expérimentation-là, lorsqu'on regardait l'application en taux variable du chlorure de potassium, qui était la source de potassium qu'on mettait, et de l'Actimag, on a remarqué qu'on avait une tendance à augmenter la concentration en potassium du fourrage, mais heureusement, cette tendance était contrebalancée par le chlore qu'on apportait aussi, donc on n'a pas vu d'effet sur la DACA. On a vu aussi un effet de l'application uniforme de l'Actimag qui nous présentait une diminution de 6% de la DACA et une augmentation des rendements de 99% une année sur 2. C'est parce que on a fait l'expérimentation en 99 et en 2000 et la composition de la prairie changeait d'une année à l'autre. Donc, on a eu plus d'effets la première année. On a aussi observé que la récupération du magnésium était assez faible si on compare par rapport au taux de récupération du potassium et du chlore là, qui était
qui variait de 68 à 84% par rapport au magnésium qui était seulement 3%. On a aussi remarqué une diminution de 5 à 10% du rapport K-CA sur Mg comparativement au traitement sans engrais minéral, donc celui qui avait juste le lisier qui était notre témoin. Alors ça, c'est la petite histoire de ce champ. C'est une approche application à taux variable qui a été faite dans ce champ. Maintenant, je vous présente une autre expérimentation qui a été faite avec l'approche de délimitation des zones d'aménagement. Je vous ai dit que pour savoir où il y avait de la variabilité spatiale, on utilisait différents outils. Ici, je vous présente le VERIS 3100, l'appareil qui est ici derrière mon petit camion, mon petit Jeep. En fait, qu'est-ce que ça fait? Ça mesure la conductivité électrique des sols à 2 profondeurs. Ça ressemble un petit peu à une herse à disque. Et j'ai des disques ici à l'intérieur et j'ai des disques à l'extérieur. Mes disques à l'intérieur envoient un signal qui pénètre dans le sol environ 30 cm, soit la zone racinaire. Et j'ai aussi des disques extérieurs qui envoient une onde qui, elle, pénètre plus aux environs de 1 mètre, soit la zone de sol, la zone lorsqu'on étudie le pédon d'un sol. Donc, c'est des informations qui sont précieuses. La conductivité électrique apparente, c'est un intégrateur de plusieurs facteurs du sol. Ça nous indique la texture, ça nous indique ça nous indique plutôt les changements au niveau de la texture, les changements au niveau de la matière organique, les changements au niveau de la conductivité des éléments, et ensuite de l'humidité du sol. Donc, à partir de la carte qu'on a obtenue de la conductivité électrique apparente de ce champ de 5 hectares, on a fait des zones d'aménagement et on a lié ces zones d'aménagement aux séries... 10 minutes? OK. Aux séries de sol. Je pensais qu'on avait plus de temps parce qu'on était en avance. Bon. Une fille s'essaye. C'est ça. Alors, on avait aussi identifié 2 types de sols qui étaient les séries bois franc et nœud bois. On est dans la zone on est dans le coin de la Beauce. Et ces 2 sols présentent des drainages assez contrastants. Donc, ça se répertoriait, on pouvait le visualiser aussi avec notre carte de conductivité électrique apparente. Et puis, on a fait les zones. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait par la suite? On a appliqué des traitements de fertilisants dans chacune des zones d'aménagement. On a mis des biosolides municipales, on a mis du lisier, on a mis de l'engrais minéral et pas de traitement. Puis on a regardé l'effet sur le rendement. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Ce que je vais vous parler, c'est des caractéristiques des zones d'aménagement qu'on a délimitées. On a appelé ça la zone d'aménagement PHF, podzol humo-ferrique, qui est la série Neubois, et ZA, qui est l'autre ZA, qui est un glissol humique, donc qui est la série Norberville. Et on a regardé quelles étaient les propriétés de sol qui étaient différentes d'une zone à l'autre. Donc, on peut dire que notre podzol humo-ferrique avait moins de limon que l'autre zone, plus de sable. Notre sol était bien drainé par rapport à l'autre zone. La matière organique est plus élevée dans le podzol que dans le glissol. L'azote est plus élevé, le pH est plus faible, etc. Donc, il y a des propriétés qui sont statistiquement significatives d'une zone à l'autre et qui pourraient nous permettre de faire des applications différentes dans chacune de ces zones. Non, ça, c'est pas ça. Excusez. On a évalué le rendement entre chacune des zones à la première coupe, deuxième coupe et l'ensemble des 2 coupes. À la première coupe, on n'a pas vu d'effet significatif. À la deuxième coupe, on a vu un effet significatif. On avait significativement plus de rendement dans le podzol humo-ferrique, soit le sol bien drainé. Et au total des 2 coupes, l'effet était toujours significatif. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on est à la saison 2008. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de l'été 2008. Je vous suggère peut-être de ne pas vous en souvenir. C'était tout à fait le contraire de cette année, une année très pluvieuse. Donc, la zone qui se drainait mieux a donné un meilleur rendement cette année-là que la zone qui se drainait moins bien.
Donc, nos ondes, qu'est-ce qui reflète? C'est vraiment le drainage des sols. Et quand je vous disais que c'est multi-année, c'est que si j'étais encore sur ce champ et que je faisais l'expérimentation cette année, mais probablement que mon rendement le plus élevé serait dans ma zone glisse sol humique parce qu'elle se draine moins rapidement puis elle contient plus d'eau. Donc, c'est pour ça. Maintenant, une expérimentation qu'on a débutée l'an dernier en agriculture de précision que je fais avec mon collègue de Saint-Jean-sur-Richelieu dans la région de Sherbrooke, dans la culture du panic érigé. On voit ici une image du champ. C'est un champ de 8 hectares qu'on a échantillonné de long en large, les sols. On a fait la mesure de la conductivité électrique apparente des sols, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser le Véris, on a utilisé un autre appareil qui s'appelle le Geonyx, qui est fabriqué au Canada et disponible au Canada, qui présente en fait, généralement, lorsqu'on compare les données de la conductivité électrique versus cet appareil-là, du Véris versus, le Geonyx, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Parce que ça nous indique les mêmes choses. Par contre, le fait d'avoir un petit appareil comme ça que je peux traîner avec un VTT, ça me donne une polyvalence que j'ai pas toujours avec mon autre appareil. Si je veux donner un point négatif au Geonyx, c'est que il va nous donner une donnée qui est relative, donc il faut faire une légère calibration avec l'appareil avant de débuter pour chacun des champs. Et pour ce faire, ça prend une certaine notion, une certaine connaissance du champ a priori. Mais c'est deux excellents appareils pour nous indiquer les variabilités au niveau de la matière organique, le changement de texture et de l'humidité des sols. En fait, dans ce projet-là, on a délimité des zones d'aménagement. On a fait, dans chacune des zones d'aménagement, on a fait des traitements azotés. On suit les émissions gazeuses pour les gaz à effet de serre et on va aussi mesurer le rendement. On a un objectif aussi avec mon collègue Louis Longchamp, c'est de développer un capteur de rendement pour les andins. Donc, une fois que le champ est andonné, on peut, dans notre cas, parce qu'on est dans le développement, mais probablement qu'on pourrait penser que le bras qu'on a installé là soit installé derrière la fourragère et mesure l'andin et transfère la quantité qui est dans l'andin en biomasse. Donc, c'est à l'étude. L'outil qu'on utilise, dans le fond, c'est un laser de la compagnie LEDAR. Ça, c'est des choses en développement. Ça m'amène à vous parler un peu des technologies qui sont disponibles ou en développement. C'est pas des choses qu'on a faites, c'est des choses qu'on a levées dans notre revue de littérature. Au niveau des pâturages, je pense que vous avez entendu parler de l'herbomètre à plateau. Même, il faisait partie d'un info fourrager assez récent. En fait, c'est un appareil très simple avec lequel il y a un plateau que vous voyez, un compteur. Le plateau mesure la hauteur, c'est enregistré dans le compteur. Vous devez vous déplacer dans le champ pour prendre plusieurs mesures, de 30 à 40 mesures par hectare qu'on lit dans la littérature. Pourquoi faire? C'est pour connaître les champs qu'on devrait faire pâturer en premier, connaître le nombre de jours d'avance qu'on a pour la nourriture des animaux au pâturage, éviter le surpâturage et définir la rotation la plus optimale. Mais ça peut être long et fastidieux, connaissant les superficies que vous avez. Oui, si vous voulez voir comment ça fonctionne, vous avez la référence pour aller voir un petit vidéo sur l'utilisation de l'herbomètre à plateau. Vous avez ici un herbomètre, en fait 2 herbomètres à plateau qui sont développés par 2 sociétés différentes, toutes les 2 en Nouvelle-Zélande, qui sont traînés par des VTT, qui évidemment sont couplés à un GPS, prennent plusieurs mesures par seconde et c'est des mesures en continu. Je ne décrirai pas plus que ça, mais la même chose. Ma présentation va être disponible, donc vous pouvez aller voir une petite vidéo qui explique comment tout ça fonctionne.
En fait, ici, c'est plus pour mesurer la biomasse d'une prairie. On sort des pâturages. C'est le prototype d'un capteur de rendement qui a été développé par l'équipe de Slava Adamchuk à McGill, un de mes collaborateurs. Et avec son étudiant, ils ont mis au point un petit, on peut appeler capteur de rendement pour les prairies, qui contient deux mesures. Mais en fait, il y a un GPS aussi, évidemment, mais il y a une évaluation de la hauteur et une mesure du NDVI de la culture. Bon, là, le NDVI, on va régler ça tout de suite. C'est un indice de végétation. En fait, c'est par rapport à la réflectance. On mesure la réflectance émise. On émet une longueur d'onde. La longueur d'onde est reçue par l'appareil. On prend ces longueurs d'onde-là qui varient, on en a plusieurs, et on fait un calcul avec ça. Et le NDVI, c'est l'indice de végétation le plus utilisé. On dit de lui qu'il est bien lié à la chlorophylle. Donc, qui dit chlorophylle dit aussi azote. Donc, par un lien indirect, on regarde le statut azoté et la mesure. Avec ces deux mesures-là, ils ont développé un algorithme et ils sont capables d'estimer la biomasse avec un R carré de 0,78. Ça veut dire que si c'est une tonne le rendement, une tonne de matière sèche, ben je vais être capable de l'évaluer à 0,78. Moi, je vais dire que c'est 780 kilos. C'est pour faire un ratio assez rapide là, pour vous expliquer. Donc, c'est en développement et ça s'en vient très certainement rapidement. 5 minutes, oui, pas de trouble. Ça va. Désherbage des prairies par robot. Ça, c'est une technologie. Comment ça fonctionne? On fait la détection des mauvaises herbes par des caméras d'identification de l'image. Puis, on fait des applications localisées d'herbicides ou encore un désherbage mécanique pour ceux qui seraient aussi dans le biologique. C'est développé en Australie par des universités. Et je l'ai mis encore le lien pour aller voir ça en action, comment ça fonctionne. Bon, il y a aussi la fertilisation de précision, qui sont des outils qui sont disponibles. Alors, ce qu'on fait, c'est on identifie le besoin azoté de la plante. Comment ça se fait? Bon, c'est encore avec l'indice du NDVI, l'indice le plus utilisé, lié à la chlorophylle et indirectement lié au taux d'azote dans la plante. Le capteur qui est utilisé utilise les longueurs d'onde qui sont dans le proche infrarouge. C'est disponible commercialement, c'est le Yara N-Sensor et c'est couplé à un distributeur d'engrais à débit variable. Donc, ils ont fait un algorithme. Si j'ai un NDVI de telle quantité, je dois appliquer telle quantité d'azote. En fait, ça, c'est déjà utilisé dans les grandes cultures, surtout dans le maïs. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est de l'adapter aux prairies. Et la recherche est menée par la compagnie Yara, Adas, Precision Decision and 4Farmers. Ce sont tous des compagnies qui travaillent avec Yara pour le développement. Le sursemis. Ça, c'est une technique, en fait, c'est un combiné de herse et trill qui est suivi, qui a aussi dans l'image, je vous présente aussi celui avec un semoir pneumatique. En fait, pourquoi on voudrait faire du sursemis dans une prairie? Ben, ce serait pour renforcer la flore existante, ajouter des nouvelles espèces, combler les manques, puis justement dans les manques, éviter que le développement des mauvaises herbes prenne la place. Quand on peut faire du sursemis, on peut le faire principalement au printemps ou à la fin de l'été. Et comment ça se fait? On doit d'abord faire un travail superficiel du sol avant le semis ou au moment du semis. Le pâturage doit être ras. On sème des espèces à croissance agressive. C'est des recherches qui viennent de la France. On parlait du régras et du trèfle blanc, mais Huguette me mentionnait que le trèfle rouge est utilisé ici et porte de l'intérêt. Ensuite, il faut tasser le sol après le semis puisqu'il va avoir quand même un bon contact. Donc, c'est généralement un rouleau ou on va éviter, c'est surtout un rouleau là. Et si c'est dans un pâturage, ben on parlait d'un chargement élevé d'animaux. Et on garde le pâturage ras après le semis jusqu'à la levée des plantures. Et on suggère la première année, en tout cas
pour les études que j'ai lues, de ne pas mettre de fertilisation, mais je vous rappelle, c'est pas dans les conditions du Québec. Donc, il faudra faire nos propres études sur le sujet. Si vous voulez en savoir un petit peu plus et voir comment ça fonctionne, l'appareil, j'ai mis un petit lien YouTube pour un petit vidéo. Et ça m'amène à vous faire un survol des activités de recherche effectuées en drone. C'est vraiment un survol, parce que si j'en avais pas parlé, vous auriez dit, mon Dieu, pas de son temps, mais je travaille avec les drones de plusieurs années. C'est pas moi qui gère cette partie-là, parce que je travaille avec un excellent collaborateur qui est Karem Chokmani, qui, eux, sont des spécialistes des drones et de l'analyse d'images qui en ressort et du traitement de l'image. Faut juste... C'est excitant, les drones, parce que ça permet de faire les choses quand on veut les faire. C'est-à-dire, ça nous donne une certaine flexibilité sur les activités ou les images qu'on va acquérir. Mais faut se dire aussi que c'est un support qui nous amène des images au même titre que les images satellites. En fait, avec les drones et une caméra, là, on vous donne le type de caméra, là, une caméra Sony, mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'elle nous donnait des longueurs d'onde dans le visible, dans le rouge, le bleu, le vert. Au sol, on a une résolution du pixel qui est inférieure à 1 cm, donc on est extrêmement précis. Hein, on peut aller chercher plante par plante. Et on a pris des indices de végétation qui sont nommés là EXG2, là, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que chacun des indices de végétation nous donnait une image assez fiable, là, autour d'un R carré de 0,79 pour chacun des indices de végétation, pour être capable de dire comment j'ai du sol qui est recouvert puis comment j'ai du sol qui n'est pas recouvert. Si vous voulez en savoir plus, vous avez l'étude qu'on a consultée et les résultats vont être plus présentés en détail. Ensuite aussi, toujours avec un drone qui, lui, avait une caméra une caméra qui, selon eux, coûtait pas tellement cher, qui donnait du visible et du proche infrarouge. Il était capable d'évaluer la distribution de la biomasse aérienne du couvert de la prairie. Donc, on voit quand c'est rouge, c'est là où il y a moins de biomasse, puis quand c'est vert, quand c'est vert plus foncé, on voit que c'est les endroits où il y a le plus de biomasse. Et ils ont aussi, bon, évidemment, ils ont regardé quelle était leur efficacité. Et pour évaluer la biomasse, il y avait une efficacité de 84%. Et pour évaluer l'indice de surface foliaire, le ISF, là, il y avait un indice de 88%. Des fois, quand on combine les deux indices, on obtient encore un meilleur, un R carré encore plus fiable pour établir combien de biomasse on a dans le champ. Toujours une histoire de drone avec une caméra, cette fois-là 4K, donc on n'est pas dans les caméras qui sont pas chères, on est dans le 4K, résolution au sol d'1 centimètre. C'est une étude qui a été faite en Chine. Ils se sont promenés quand même sur un territoire assez important, puis ils ont évalué la hauteur de la couverture puis la biomasse aérienne qu'il y avait dans des différentes types de prairies. Donc, ils ont des prairies aussi qui étaient très très hautes en végétation, d'autres plus faibles, dépendamment des types de prairies. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est la seule étude qu'on a trouvée qui, à faible, lorsqu'il y avait peu de biomasse, qui donnait des R carrés très intéressants, là, un R de 0,89. Donc, ça m'amène à conclure tout doucement. De toute façon, j'ai pas le choix. Ce que je voudrais vous laisser comme message, c'est que si votre champ présente de la variabilité, l'approche de l'agriculture de précision avec toutes ces technologies peut vous aider. Mais il faut d'abord régler les problèmes qui sont évidents. Là. Si on a un problème de drainage souterrain ou un problème de drainage de surface, il faudrait s'en occuper tout de go. Si on a de la compaction aussi, il faudrait régler ça. Si on a une variabilité au niveau du pH, ben l'application à taux variable de la chaux, je crois que c'est de mise.
Il faut d'abord aussi utiliser les technologies d'autoguidage de précision, le trafic contrôlé, parce que ça va éviter les problèmes aussi au niveau de la compaction ou du recouvrement. Il faut être capable de connaître son rendement. Ça, je vous le donne. On est encore à la course à vous trouver le meilleur outil pour connaître votre rendement. Mais je pense que là, on arrive à quelque chose pour vous donner l'outil quantité, mais il va aussi falloir travailler pour vous donner l'outil qualité. Est-ce qu'on est capable de déterminer, de vous dire le taux de protéines de votre fourrage en même temps qu'on prend le rendement? Ben, je pense que les ingénieurs vont se pencher là-dessus, puis je pense qu'on va y aller. Il n'y a pas de mauvaise technologie, hein? Sauf que la technologie doit aussi se raisonner en agronomie. Il faut faire le bon appareillage, j'étais pour dire matchage, mais on va y aller avec appareillage entre la technologie et l'agronomie. Les technologies, ça c'était la question qu'on se posait au début, hein, les technologies de l'agriculture de précision adaptées pour les cultures fourragères. En fait, ce que j'en retiens de ce que j'ai lu et regardé, il existe beaucoup de technologies, sont principalement développées pour les grandes cultures. Il y a une course présentement pour l'adaptation pour les prairies. L'adaptation de nouvelles technologies, c'est toujours un processus qui est lent. Moi, je suis dans l'agriculture de précision depuis 1996 au Québec et parfois, j'ai l'impression de prêcher les mêmes choses encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait aussi que c'est difficile de faire de l'agriculture de précision dans les plantes fourragères? Mais les prairies, là, c'est un système culturel qui est complexe à plusieurs espèces végétales. Ça vient, on est plus habitué de travailler avec une seule plante, etc. Donc, et beaucoup d'entre elles ne sont pas encore prêtes, là, quand je parle des technologies pour l'adaptation dans les prairies. Et évidemment, ça va prendre de l'investissement dans la recherche, ça va être nécessaire. Donc, je prêche pour ma paroisse. Merci.